Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'entonnoir du Bitcoin numéro 13. C'est un podcast où avec un certain nombre de Bitcoiners on vous donne les dernières news tech par rapport à Bitcoin. C'est tous les dimanches sur Twitter et aujourd'hui c'est le recording. C'est une discussion très poussée techniquement donc elle ne peut pas être accessible à tout le monde. C'est la grande difficulté que j'ai à faire une chaîne YouTube aussi bien débutant, intermédiaire que expert. Donc les lundis généralement l'entonnoir du Bitcoin c'est pour les experts, je vous préviens. On va discuter de trois sujets cette semaine qui sont les trois grosses news. La première c'est Chain Analysis, la société qui analyse toutes les transactions des blockchains, qui se lance récemment sur le Lightning Network. Donc on va parler vie privée sur le Lightning et comment peut-être l'augmenter à travers des canaux privés, différents hubs, comment finalement réussir à ne pas tomber dans le piège d'une surveillance de masse avec les couches supérieures de Bitcoin. La deuxième discussion va être sur Gluteba, excusez-moi pour la prononciation, qui est du coup un malware qui a été récemment trouvé et analysé. Et en fait, les criminels utilisaient la blockchain Bitcoin pour s'envoyer des messages cryptés avec du coup une solution de OP Return, comme j'en ai parlé d'ailleurs sur la vidéo sur 1984. Donc c'est rigolo parce que c'est utilisé par les criminels et en même temps les bonnes personnes, tout comme les marteaux. Le dernier sujet va être par rapport au financement des projets open source et à quel point est-ce que ça peut être difficile, on va dire, pour les gens qui font tout bénévolement de pouvoir toucher de l'argent. On va parler évidemment des développeurs Bitcoin Core qui sont en train de quitter le projet, ou du moins un certain nombre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et plus particulièrement, donc un bug, une vulnérabilité qui a été trouvée, log4j, qui du coup est... Bon, techniquement, ils vont vous en parler mieux que moi, mais considérez que c'est une sorte d'outil pour Java que tout le monde utilise et c'est maintenu par un Pélo qui a trois contributeurs sur GitHub, donc il le fait bénévolement on va dire. Et ce petit projet qui paraît anodin finalement, bah, il y a énormément de choses qui sont basées dessus. Donc forcément quand ça pète, ça fait un vrai bordel dans tout le milieu technologique. Je vous laisse avec l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui c'est hosté par Lounès, merci beaucoup à lui. Je vous en prie de liker, partager, le mettre dans vos podcasts préférés ou de commenter directement parce que du coup c'est sur YouTube ça. J'espère que l'effort vous plaît. Bisous à vous. Salut. Laisse quand t'es chaud. À toi la Ok, parole. bah let's go. Alors aujourd'hui, le premier sujet, ça va être l'annonce de Chainalysis. Je confonds tout le temps, généralement je dis Chain Analysis. Et qui en gros va supporter très prochainement le Lightning Network dans ses solutions d'analyse de chaîne. Et donc du coup, juste pour présenter vite fait Chainalysis, et ben, c'est une entreprise d'analyse de chaîne. Et généralement, c'est ses clients qui sont des exchanges, des institutions financières ou des agences gouvernementales s'en servent pour obtenir toutes sortes de données sur leurs utilisateurs. Par exemple, pour analyser d'où viennent les fonds qui arrivent sur leur service, qu'est-ce que les utilisateurs font des fonds qui sortent. Et officiellement, c'est pour savoir comment améliorer leur service, etc. Mais c'est aussi beaucoup pour de la régulation et de la compliance. Et ils proposent des trucs comme par exemple faire de l'analyse pour relier des entités réelles comme des marketplaces ou des personnes, tout ça, à des fonds et à des mouvements de fonds. Et par exemple, ils vont aller scanner des milliers de pages internet pour trouver des adresses par-ci par-là, ce genre de truc. Et donc, du coup, bah, ils ont annoncé cette semaine dans un blog post pas très clair qu'ils allaient supporter le Lightning Network, donc l'analyse sur le Lightning Network. Et globalement, dans leur post, ils ont d'abord fait un petit récap de ce que c'était le Lightning Network, et puis ils ont un peu expliqué la croissance qu'il y a eu au cours de cette dernière année, parce que le réseau est quand même passé de quoi, 400 bitcoins de capacité globale publique en début de 2021 à presque 4000 aujourd'hui, si je me trompe pas. Du coup, ils font quelques stats comme ça pour montrer cette croissance, comme un peu pour justifier le fait qu'enfin, ils le rajoutent dans leur service. Et du coup, enfin, il va pas y avoir grand-chose à dire sur Chainalysis en particulier. Mais ça nous amène le sujet de la privacy sur Lightning Network, un petit peu où ça en est et quelle méthode d'analyse, à quelle méthode d'analyse le Lightning Network pourrait être vulnérable, quoi. Si un de vous veut réagir là-dessus.
Ouais, bon, pas trop de surprises qui se mettent à attaquer ce sujet. Je veux dire, à partir du moment où il y a de la croissance, il y a des gens, ils ont un intérêt à le faire, et il y a sûrement, il y a même, enfin, un besoin des gouvernements d'avoir ça. C'est-à-dire, quand tu es span, tu dois savoir tracer. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont devoir offrir ce service. Je pense que personne est choqué, de l'annonce. C'est même plutôt bien qu'il l'ait pas fait au début. Mais bon. Bah, au De début, mémoire, enfin, ça servait à en rien. début Enfin, il y d'année, avait vraiment quelques en, coins dessus. en début d'année, ils avaient fait une annonce comme quoi ils étaient en train de travailler sur Lightning Network et sur Monero. Je crois que c'était en début d'année, je sais plus exactement, mais Ouais, ouais, c'est ça. ils avaient fait une pré-annonce. Bah, c'était il y a un an. Il y a un an, ils ont dit qu'ils commenceraient à travailler sur le LN et sur Monero. Et là, Mm. bah, enfin, preuve que Monero marche, ils ont sorti et que ils ont annoncé que de Lightning. Non. Euh, ouais, pour parler de la privacy sur Lightning Network, je crois que ouais, j'avais posté une vidéo de Bastien Tinturiel à Adopting Bitcoin où il expliquait un petit peu toutes les, comment dire, tous les petits problèmes qu'il y a autour de Lightning. Il y en a un, peut-être qui est le plus parlant parce qu'on a tendance à penser que les paiements au sein de Lightning en fait sont intraçables. Or, du fait de la manière dont ça fonctionne, il suffit qu'une personne mal intentionnée ou quelqu'un qui, comme Chainalysis en fait, se crée plein de nœuds Lightning avec de la capacité suffisante pourrait potentiellement retracer les paiements au sein de Lightning. Donc ça, c'est un sibyl du réseau Lightning. John, j'ai une Donc, Et question par rapport à ça. mm, Excuse-moi de te couper. Est-ce que c'est possible dans ce cas de figure, parce que du coup je pense que c'est déjà le cas, hein, je pense que Chainalysis, on leur node, etc. Est-ce que c'est possible, à ton avis, pour les utilisateurs d'identifier ces nodes et de faire passer le message en gros qu'il ne faut pas passer par eux en une sorte de blacklist? Est-ce que c'est possible à ton avis? euh, là, sauf si ces nœuds ils leak, je vois pas bien comment tu peux faire la différence entre. Parce ouais, que c'est de moi non l'écoute plus. passive, hein, et vis-à-vis de ça, tu peux pas faire grand-chose. Encore un attaquant actif qui aurait tendance à bloquer les fonds, etc. On pourrait développer des algorithmes pour faire des blocages des blacklists de ces nœuds. Mais si c'est de l'écoute passive, et c'est ce que c'est ce que fera ou ce que fait déjà peut-être Chainalysis, ce sera tu peux pas y faire grand-chose, quoi. Par contre, tu as des choses qui se développent, notamment avec Taproot, qui s'appellent les PTLC, les PTLC, je sais pas comment, Ouais, PTLC, ouais, j'allais qui, t'en parler. ouais, qui allait réduire ou même annuler un petit peu ce risque-là. Ouais, en fait, si je me trompe pas, vous me corrigez, mais avec les HTLC, en fait, chaque paiement a une préimage et cette préimage, chaque nœud peut la connaître. Du coup, si tu as plusieurs nœuds dans le réseau, et ben, tu peux réussir à voir à peu près le paiement de quelle région ils partent et vers quelle région ils se dirigent. Et tu peux retracer un petit peu la route comme ça. Mais avec Mm. les PTLC, ils changent le préimage pour chaque hop dans le parcours. Et du coup, c'est plus possible d'utiliser les pré-images pour tracer des transactions, quoi. Mm. Le chemin d'un route d'une Euh, transaction. mm. Il y avait deux choses qui étaient intéressantes dans ce que disait. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. C'est un nœud pour un nœud, il est simple de détecter si tu utilises un wallet mobile. Et donc, a priori, si tu as un wallet mobile, tu sais que la personne, elle paye. Enfin, quand elle envoie un paiement, quand elle relaie un paiement, c'est forcément qu'elle l'a payé. Et donc, ça, c'est assez facile à détecter. Pareil quand il reçoit. Donc, par exemple, A5, c'est très bien, en fait. Quand on se connecte, que tu aies un nœud mobile. Tu avais ce genre de choses qui ne peut pas se résoudre très facilement. Qu'est-ce qu'il y avait encore ouais, la fermeture la capacité à pouvoir détecter les transactions de capitalisation des, nullites- enfin, des channels, qui va être réduit avec Taproot. Mais comme dit Bastien, en fait, c'est que les channels publics, en fait, on annonce les channels et leurs transactions de capitalisation. Et donc, du coup, un acteur qui va monitorer Lightning pourra continuer à le voir. Et donc Et là, c'est. Ouais. ouais, justement, en parlant de transactions de fermeture,
reconnaissable et sûrement dans le futur plus reconnaissable grâce à Taproot. Ils ont utilisé ça comme métrique Chainalysis dans leur blog post. En fait, ils étudient les fonds enfin la quantité de fonds qui sort du Lightning Network pour se faire une idée un peu de sa taille. Donc en gros, ils parcourent le réseau, puis ils essaient de repérer toutes les transactions qui pourraient être des fermetures de channels, et puis ils étudient un peu les outputs, comment ça se répartit. Et en gros, ils ont vu que au début de l'année, et puis il y a quelques temps, la plupart des fermetures de canaux, c'était il y avait un seul output. Et du coup, ils partent du principe qu'il y avait plus de chances que ce canal ait jamais été utilisé, vu qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde sur Lightning. Et qu'au fil du temps, en fait, il y a eu de plus en plus, il y a eu de plus en plus de transactions avec deux outputs et puis des montants vachement différents de la capacité de départ, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont retracé un petit peu l'évolution de la capacité de Lightning et puis de l'adoption aussi. Ouais, effectivement. Ouais, je me permets juste de jump là-dessus parce que, et après, moi j'avais été choqué par le chiffre justement, et je crois que de mémoire ils disent que 10% des canaux qu'ils ont identifiés en gros n'ont jamais servi. Donc alors c'est une approximation, mais moi je trouve ça assez énorme et ça m'a fait, enfin comment dire, on dit toujours que la capacité totale sur Lightning veut rien dire. Bah, parfait exemple parce que ça veut dire que 88% de la... Enfin non, il disait que 10% avaient servi, je crois. Donc ça veut dire que 90% de la capacité, en fait, elle a jamais été utilisée. Euh, donc voilà. Ouais, bah c'est Ouais. ça. En ce moment, c'est 25% des transactions des détectées transactions de fermeture qui ont un seul output. Donc c'est quand même énorme, quoi. Ça fait un quart des canaux qui sont fermés et n'ont jamais été utilisés. Ouais, ça me surprend pas trop. Il y a vraiment des. C'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de nœuds qui sont pas professionnels et donc on ouvre un petit peu au tout venant. Et donc forcément là-dedans, il y a forcément un grand nombre de loupés, hein. Enfin, Oui, oui. je sais pas, Fanny, tu dois aussi t'en rendre compte, hein. Toutes les personnes qui ont des nœuds Lightning se rendent bien compte qu'il y a quand même un pourcentage de nœuds qu'ils ont, enfin voilà, ils ont jamais rien vu et soit ils en ont marre et puis bah, ils finissent par les fermer, soit ils les gardent ouverts très très longtemps et puis ils ont peut-être au bout d'un moment la chance de relayer un peu de paiement. Je pense qu'Umbrel est pas innocent là-dedans, hein, parce que c'est tellement facile que tout le monde, même moi y compris, qui connaît absolument rien, on peut le faire. Donc forcément, quand tu crées ton nom Umbrel, et je pense à tous les Américains qui en ont énormément en ce moment, bah, ils vont mettre un petit peu de ça dans des channels, et après ils vont en avoir marre, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien qui est routé, et donc quelques mois après, quand ils vont faire leur compta ou quand ils vont retourner là-bas, ils vont le fermer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui, comme ils ont la possibilité d'ouvrir et fermer facilement, ils le font sans vraiment réfléchir. Oui, oui, exactement. Mm. Ouais, donc juste pour revenir là où j'en étais, c'était ouais, effectivement même avec Taproot, voilà, les transactions, enfin les channels publics, on les verra toujours. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on met souvent de côté les channels dits privés, qui ne sont pas privés, mais qui sont plutôt pas annoncés sur le réseau Lightning. Et en fait, je constate qu'en fait, on les utilise quand même très très peu. Et c'est assez dommage parce que pour plein de raisons, on peut les rendre privés. L'avantage avec ça, c'est que du coup, quand il y aura Taproot, on peut savoir qu'il y a un channel, qu'il existe un channel privé, mais on ne peut pas connaître sa, son ID. Sauf si, sauf si quand on crée, en fait, quand vous faites un invoice, alors là, je parle à ceux qui utilisent leur propre nœud Lightning pour faire des invoices et les publier sur Twitter. Moi, je vous déconseillerais un peu de faire ça, puisque quand vous faites ça, vous révélez en fait à tout le monde votre nœud. Vous l'attachez en fait à votre identité Twitter. Donc là, vous faites des liens entre un nœud Lightning et votre identité Twitter. Et c'est Euh, typiquement ça que Chainalysis ira chercher, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Et même si vous avez un channel privé, du coup, il va forcément être leaké puisque les channels privés sont leakés dans les invoices dans ces cas-là, quoi. Donc, bref, moi, j'ai tendance à plutôt utiliser un autre wallet que mon wallet perso, enfin, que mon date perso.
Donc j'utilise Phoenix. Puis si j'ai besoin de faire des choses, bah, après je transfère les sous dessus, mais je l'utilise rarement directement. Donc, Et je et me ça, posais c'est une pas. question. Ouais. Ouais. Ouais, désolé, t'as coupé. Je me posais une question par rapport à channel du coup privé-public et à quel point est-ce que quelqu'un qui par exemple se lance dans Lightning, s'il fait que des channels privés du coup, enfin non publiés à des potes à lui, donc par exemple là on se dit on est une cinquantaine de bitcoiners ici, imaginons quelqu'un décide d'ouvrir 10 canaux privés avec certains d'entre nous parce qu'ils se connaissent, ils ont échangé leur clé PGP et tout le bazar, à quel point est-ce que cette personne qui aura jamais de canaux publics et que des privés avec nous pourra être connectée à tout le réseau facilement et du coup garder plus d'anonymat. Est-ce que ça pourrait être une solution ou pas? Genre, on met quelques nœuds très spécifiques qui seront très bien connectés publiquement et derrière, on se connecte de façon privée à ce nœud pour créer genre des mini-hubs plus privés. Alors, je sais pas si ça veut rien dire ce que j'ai dit ou pas. Oui, mais enfin, d'une certaine manière, enfin, c'est ce qui est un peu fait enfin, à une autre ampleur avec Async, en fait, où tout est. Ton wallet Phoenix, eh ben, il ouvre un channel privé. C'est tout à fait possible. Après, un channel privé, il ne peut pas servir au routage. Donc, c'est la raison pour laquelle, en général, on ne pense pas faire des channels privés. Mais c'est quelque chose qui est possible, mais il faut être connecté, effectivement, à un ou plusieurs hubs qui sont eux-mêmes, par Ouais, contre, bien connectés, quoi. je le pensais plus vraiment en dépense. Tu as vraiment, tu veux pas faire du Ouais, routage, tu as seulement prévu cette liquidité pour de la dépense et du coup tu te connectes de façon privée à l'un d'entre nous ou un hub qu'on connaît tous et qu'on est tous d'accord que c'est celui qu'on utilisera quasiment, mais en mode caché du reste et du coup lui il nous connecte au reste. mm. Ouais, Ouais, non, mais non, du mais coup, c'est tout à fait. Mm. mais il faut que chacun soit connecté au hub, non? Parce que si entre nous, on n'a que des channels privés, nous, on peut pas router les paiements des uns des autres. À moins qu'on Non, mette non, le but, c'était des de faire de la hints dans dépense, nos... justement. Ouais, Oui, on serait le tous but. connectés à ce hub. Mais après, je me dis, Oui, si on oui, peut nous ok. retracer, est-ce que du hub, on peut revenir vers nous? Et dans ce cas, trouver tout le monde d'un coup, tu vois. Genre, tu arrives à niquer le hub et tu sais que le hub, c'est le hub des gars de l'entonnoir du Bitcoin. Finalement, tu arrives à tous nous avoir individuellement. Après, on n'est pas obligé d'être tous connectés au hub. Ça peut marcher Ouais. avec un hop d'écart parce que tu peux indiquer dans l'invoice des indices pour le routage. Tu peux notamment indiquer, ben, là, j'ai un channel privé avec tel autre nœud et tu peux utiliser ce channel pour arriver à moi. Donc, si par exemple, on a un hub et moi, je suis connecté à John avec un canal privé et John est connecté avec un canal privé au hub, je peux quand même, en passant par John, envoyer et recevoir a priori. Si je suis connecté au hub de manière privée, non, ouais, non, ça ne marchera pas, ça. Parce que tu annonces en fait ton propre channel privé, en fait. Ouais, ouais, mais le hub, il connaît. Ah, oui. Ouais, non, mais le hub, Euh, justement, il Ouais, sait ouais, pas non, t'as comment. raison. Ouais, non, ça ne marchera pas. Ouais, ouais, Non, exact. par contre, l'autre. Mais si tu annonces, enfin, dans les hints, si tu annonces le channel privé des deux autres. Genre, moi, je vais envoyer au hub John et je dois passer par Fanny et je dis, regarde, Fanny et John, ils ont un channel privé. Ça marcherait pas, ça? C'est pas Je possible? crois pas que. Bah, déjà, il faudrait le connaître, ce. Oui, mais Enfin, vu qu'on est tous entre nous, tu vois, on peut se faire un peu une banque de oui, données où il y a toutes les ID des nodes, des capacités, ouais, ce genre de c'est trucs. faut que c'est surtout que ce soit ton node qui connaisse. C'est pas toi, il faut que ton node le connaisse lui-même, quoi. Dans sa Ouais, ok. propre base, en fait, il a un graphe privé, tu vois. Ça me paraît compliqué. Enfin, c'est pas, ils sont pas montés comme ça les implémentations, hein. Par contre, D'accord. Trampoline peut répondre à certains. Alors du coup là, j'invite vraiment parce qu'on va pas s'étendre non plus sans s'étendre dessus, mais dans dans le dans la vidéo de Bastien, voilà, il explique rapidement en fait le routage par trampoline. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, ça ferait beaucoup de bien pour le routage et pour justement pour la partie privacy. Ce serait vraiment intéressant. Donc Xi, si tu veux bien interviewer Bastien pour qu'il nous parle de trampoline, ce serait vraiment intéressant qu'il nous en parle, quoi. Écoute, volontiers, je vais le relancer. Je l'avais vu au El Salvador et il était OK pour qu'on en parle. Et oui, juste pour un truc qui était intéressant, c'est que les channels privés, en fait, on ne le sait pas trop, mais ils peuvent servir aussi au routage. Quand c'est bien fait, ils peuvent servir aussi au routage. Donc ça, c'est un truc. En fait, en gros, il y a que il y a que Bastien qui en parle. Et c'est assez intéressant à le savoir, quoi. Et du coup, ça peut permettre l'avantage des channels privés, c'est que, admettons que vous fermiez un channel et que vous le rouvriez, donc c'est assez simple en fait pour analyse de chaîne de savoir en fait enfin, quels sont les fonds qui appartiennent à ce nœud. Donc on peut, en fait, à force d'ouvrir et de fermer des channels,
Chainalysis, il peut identifier que le nœud de Fanis, par exemple, a telle somme pour lui. Et en fait, en construisant en fait, des channels privés derrière, on peut masquer en fait ces fonds. Donc les channels privés, en fait, ils peuvent servir aussi à la privacy de vos nodes. Euh, donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant à savoir. Et je pense qu'il faudrait vraiment creuser encore plus ce sujet de channel privé. Donc l'idée, c'est toujours de brouiller le maximum de pistes. Genre, on peut pas être 100% anonyme, mais on brouille des pistes pour niquer leur analyse, c'est ça? Bah, le but, ouais, ce serait de se dire, on voudrait pas en fait qu'on sache quel est le montant qu'il y a sur notre propre channel. Par exemple, si on connaît sur son propre nœud, donc moi on connaît mon nœud, mais on peut pas savoir en fait la liquidité qui appartient vraiment à mon nœud. Mais si on se débrouille bien et qu'on fait de l'analyse de chaîne autour de mon nœud, on va savoir déterminer la somme qu'il y a vraiment sur mon nœud, quoi. Donc, et donc utiliser les channels privés. Et puis si on utilise après le CoinJoin, etc., on peut masquer le véritable montant. Ok. Bah, je vous propose de passer au prochain sujet, ça fait déjà 20 minutes. Yes, C'est, et bah, en tout c'est- cas, c'est un sujet complexe, hein, privacy sur Lightning. bah, Lightning en général. Est-ce que quelqu'un aurait une question avant qu'on passe au prochain sujet là-dessus? Oh là 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 là, but de l'OM. Bon, c'était pas ça ce que j'entendais par question. C'est le layer 3 de Bitcoin qu'on vient d'entendre. Non, je peux passer au sujet suivant, je vous laisse. Allez, on va passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, on va parler de Globshiba, qui est un malware, en soi assez classique, qui a pour but de voler des identifiants et des cookies sur les machines qui sont affectées. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, miner des crypto-monnaies. Et du coup, merci Fanny, ça, je me suis basé sur ton article pour, pour en parler. Et du coup, il repose sur un réseau de serveurs Command and Control et ces serveurs transmettent des instructions au malware et servent aussi à recevoir les données qui ont été extraites. Et ce qui est assez original avec ce malware-là, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement une liste de serveurs avec lesquels communiquer pour, euh, pour ces instructions, eh ben, ils utilisent Bitcoin comme un peu un protocole de communication pour transmettre les noms de domaine des nouveaux serveurs quand ceux de base ne sont plus disponibles. Donc ils utilisent un truc très basique qui est là depuis très très longtemps de Bitcoin, qui est le code OP Return, et qui permet en gros, dans une sortie de transaction, mettre un certain nombre de bytes de données. Et du coup, l'attaquant, il va chiffrer la nouvelle adresse du serveur, la foutre dans un OP return, faire la transaction. Et le malware, en fait, va observer un set d'adresses données. Donc là, apparemment, c'est 3 adresses. Il va observer la blockchain. Et quand il va détecter une transaction, sur ces adresses-là, avec un API return, il va déchiffrer le message, récupérer le nom de domaine du nouveau serveur et puis l'ajouter dans sa liste de serveurs auxquels demande des instructions. Et du coup, enfin, c'est vachement ingénieux d'utiliser ça comme ça parce que Bitcoin, c'est quand même un protocole qui est incensurable, qui est décentralisé. Donc en fait, tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas arrêter la propagation de, enfin, des nouvelles adresses de serveurs au malware, contrairement à arrêter un data center ou un serveur dans un data center pour arrêter un serveur dans un serveur, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Et, euh, et voilà, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Pourquoi pas, des remarques? Bah, Bitcoin, c'est utilisé par les criminels. Ah, attention. Et merci Chain Analysis d'avoir un petit peu observé le réseau et trouvé ça avec Ah, Google avant. Juste pour l'anecdote, cet OP Return, il est utilisé aussi par des boîtes
un peu plus corporate comme Wallet qui font leur ancrage sur les OP return. Et Open Timestamp également utilise le même procédé. Donc voilà, ce mécanisme, c'est un peu le couteau, quoi. Il est agnostique de ce qu'on va en faire. Donc c'est tout comme Bitcoin hein, d'ailleurs. Donc c'est ça Ouais, qui Bitcoin est entier intéressant à voir. est agnostique. Donc on peut s'en servir soit comme vraiment horodatage sur le long terme pour ancrer des données, etc. Ou effectivement pour communiquer des serveurs, enfin les adresses des nouveaux serveurs pour faire du command and control, quoi. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Par contre, moi, la question que je me posais, c'est, peut-être que Fabrice pourra répondre, c'est comment ce serveur il va aller récupérer les données de la blockchain de Bitcoin? Est-ce qu'il se connecte via un serveur Electrum? Ouais, Parce c'est qu'il ça. va pas, il va. Ouais, Vas-y, il vas-y. y avait deux méthodes de connexion. Il y avait un set de serveurs Electrum et Mm. l'API de blockchain.info. Donc, c'était assez marrant de voir qu'il y avait les deux. Mais du coup, Euh, une boîte qui se fait avoir là-dedans, il suffit de bloquer le set de serveurs Electrum parce que je travaille justement dans l'IT et je me dis si je suis pris là-dedans, c'est pas voilà, t'as pas besoin de bloquer enfin les nouveaux serveurs de command and control, mais voilà au set de Oui, serveurs Electrum enfin ça me semble pas rédhibitoire, ouais, d'autant que les ports des serveurs Electrum c'est comme des ports qui sont pas usuellement ouverts en entreprise. Donc puis après le 443 de blockchain.info, bon il faut pouvoir le détecter, mais avec un bon firewall, normalement, tu dois pouvoir te douter qu'il y a un truc qui pue, quoi. Pour savoir s'il se ouais, connecte au serveur de sauf si c'est blockchain.info, c'est possible. quoi? Si ça se trouve, ils peuvent transmettre des nouveaux serveurs Electrum aussi via ces API return. Ah oui, après, bon, Et effectivement, mais ça, c'est, là, après, ce serait... ouais, ouais, non, mais après, c'est d'une certaine manière, tu peux, au bout d'un moment, ce serveur, tu finis par l'isoler. Bon, après, une fois que quand c'est foutu, le serveur, tu finis par le débrancher, quoi, et tu fais ton forensics dessus, quoi. Bon, ouais. Oui, carrément. C'était surtout pour l'idée globale Ouais, du ouais. fonctionnement qui est quand même vachement génial. et puis, je sais pas pendant combien de temps aussi ils essayent de maintenir le malware en activité parce que de ce que j'ai compris, l'une des utilités de ce truc, c'est aussi que parfois le malware va arriver et infecter une machine et toute la liste qui est écrite dans le code du malware de serveurs à contacter, en fait, tous les serveurs ont déjà été down par les autorités. Et donc Mm. à ce moment-là, c'est là qu'il va utiliser le fait de pouvoir fetch les nouveaux serveurs auxquels se connecter directement depuis Bitcoin. Et du coup, à la limite, c'est pas très grave si après c'est détecté parce que ça y est, il a pu récupérer les adresses des derniers serveurs en date et il peut récupérer ses instructions et faire son truc. Et c'est pas grave si dans 3 jours, l'admin 6 du système infecté se finit par tout fermer, quoi. Mm. Parce qu'en 3 jours, il aura déjà pu faire un certain nombre de trucs. Puis 3 jours avec ce type de menace, je sais pas comment il fonctionne, mais si c'est répliqué, etc., 3 jours Ouais, pour faire le nettoyage derrière, t'en as pour des semaines et des mois, quoi. ouais, tu t'amuses, ouais. Alors, moi, je suis pas assez calé pour vous en parler, hein, donc à part ma blague, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai vu que Malcolm essayait d'avoir la parole. Donc, je sais pas si on peut le laisser parler. Ah, il vient de se déco, j'ai l'impression. Il a dû avoir un. Ouais, il est plus là, je crois. Enfin, moi, je le vois plus, là, en tout cas. Ok, faudrait pas que Nicolas Dufresne soit au courant de ça, parce que sinon, ça va être, Ah, Mais non, mais sinon, c'est on est c'est le mort, ça les va gars. être problème, dur à hein. expliquer, quoi. Hmm. Mais de toute De- façon, t'as beau leur expliquer que c'est un marteau et donc on peut exploser un crâne ou planter un clou, ils vont toujours considérer que tu peux exploser un crâne et qu'il faut le réguler. Il n'y a pas d'autre seul choix. Ils vont jamais tolérer une Belle base de image. données immuable dans le temps. C'est pas possible pour eux parce que tu pourrais mettre n'importe quoi, ils peuvent pas le censurer. Et s'ils peuvent pas Oui. censurer, ils vont pas être contents. Donc on se bat contre un mur là, les gars. Je suis désolé. Ouais, non, non, mais c'est pour la blague, hein. Il fera tout le cherry picking qu'il veut pour. Non, il n'y a pas de. Non mais C'est plus pour la attention, blague. il a une préface de Nicolas Hulot. Ah, Oui, j'ai Nicolas, vu on ça. dirait. La monnaie écologique, quoi. Est-ce que quelqu'un dans les auditeurs a une question sur Betsy le malware?
Sinon, en Et moi, j'ai une partant, on vient de question. dépasser 50 000 et vous reverrez plus jamais le Bitcoin sous 50 000. C'est pas beau ça? Oui, bon, On vient de repasser les Allez, 50 000? fallait que tu le dises. Fallait que on tu le mérite dises, le. forcément. Voilà, fallait que ce soit dit. C'est call, voilà, plus jamais de votre vie, vous verrez Bitcoin sous 50 000. C'est pas parce Il que nous ça fait fait une, 10 fois qu'on le dit. C'est parce que il c'est nous la fait une vérité autre cette fois, les note gars. là, attends. Il nous fait une autre note. Force de le dire, évidemment, ça sera vrai, hein. Ah, mais ça va être vrai. Moi, j'ai une question Totalement. par rapport au Up Return. Je sais qu'il y a Ouais, une limite de mégabytes qu'on peut mettre dedans. C'est quoi et c'est ça 80 équivaut à bytes, quoi il en me semble. fait? Ok. 80 bytes, c'est Parce que 80 caractères. je me souviens que Bitcoin, Satoshi's Vision, ils avaient été assez cons pour foutre des images et des vidéos, et du coup, ils s'étaient retrouvés avec de la pédophilie, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Ah, mais, Euh, ça, c'est sur BSV, ça. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. BSV, Ouais. ils ont des blocs de plusieurs gigas, donc ça, c'est pas un problème. C'est Ok. Nicolas Hulot pour le coup aussi, mais bref, désolé. Roxy, Ah non, tu peux c'est pas sur Bitcoin. Roxy, tu Bah, peux répéter Open Return une deuxième fois, juste. Non, je l'ai vu dans la vidéo. Va voir Ah la non, vidéo vas-y, d'aujourd'hui. vas-y. Ok, ok, désolé. Parce que vous allez vous marrer, mais une fois, j'avais fait une vidéo et je savais pas comment on disait A5, et du coup, j'avais dit genre, ou Async. Et du coup, j'étais genre ACINQ. Enfin bref, la compagnie qui fait Lightning. Et j'ai supprimé le rush de la vidéo parce que c'était trop ridicule de les tuer. Enfin bref, changeons de sujet. C'est pas grave, on est habitué, hein, l'entonnoir, on connaît. Enfin bon, on va pouvoir passer au dernier sujet, du coup. Alors, le dernier sujet, qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'est le sujet un peu fourre-tout, mais où on va globalement parler d'open source. Alors, en gros, pour lancer ce sujet, on va parler de la grosse news qu'il y a eu ces derniers jours là sur une vulnérabilité Zero Day qui a été découverte dans la librairie Log4j2. C'est une bibliothèque open source Java de logging qui est utilisée un peu de partout pour des petits projets comme des immenses projets, pour des immenses boîtes comme Apple, Twitter, Minecraft, tout ça. Et en gros, le logging, pour ceux qui sont pas développeurs, c'est juste c'est le fait de faire des logs. Et les logs, c'est des informations qui sont conservées quand on exécute un programme, qui peuvent être utilisées juste pour débugger ou alors juste avoir des informations de connexion ou ce genre de truc. Et du coup, pour expliquer vite fait cette vulnérabilité, la bibliothèque Log4j, elle utilise un style spécifique de template qui, en gros, quand c'est dans un message, ça va aller récupérer un morceau de code sur un serveur distant et l'exécuter. Et, euh, et du coup, si vous avez enfin, un programme Java malveillant sur un serveur distant, c'est possible en reproduisant ce modèle de template et en l'insérant dans un champ qui est susceptible d'être logué par cette bibliothèque, de forcer le serveur à aller récupérer le programme et l'exécuter. Donc typiquement, c'est dans les champs de connexion sur Twitter ou sur iCloud. À la place de l'email, vous mettez ce template de code qui fait une vingtaine de caractères. Et après, du côté du serveur de Twitter, quand ils vont loguer l'adresse mail pour conserver les informations de connexion, en gros, ça va aller télécharger le programme et l'exécuter sur les serveurs. Et, euh, et du coup, on va pas se cacher le fait que c'est quand même vachement critique comme vulnérabilité. Et tout ça pour dire que cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque open source qui est maintenue quelques gars qui font ça sur leur temps libre, qui sont payés que dalle. Et, euh, et elle a été patchée par un développeur qui a trois sponsors sur GitHub et qui doit se faire 100 balles avec ça par mois, qui fait ça sur son temps libre. Et c'est quand même utilisé par toutes les plus grandes boîtes du monde. Et on le rappelle, parce qu'ils nous le disent à chaque installation, Java, c'est utilisé par 3 milliards d'appareils. Ça ne veut pas dire que tout le monde utilise cette bibliothèque, mais c'est un gros truc. On s'en rend peut-être pas compte, mais énormément d'entreprises et de programmes dans le monde dépendent de projets open source comme ça, qui sont pas forcément toujours valorisés, ni les développeurs qui y participent, principalement au niveau du financement. La plupart des gens font ça sur leur temps libre, l'open source.
Et du coup, bah, ça pousse pas forcément à passer du temps dessus, à l'innovation, tout ça. Et est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus avant qu'on passe au côté plutôt core dans le Ouais, même non, sujet? non, ouais, c'est assez interpellant parce que, enfin, on le sait déjà, c'est des blagues de développeurs qu'on se fait. C'est souvent les plus grands projets qui sont utilisés, en fait, ont toujours des dépendances. Enfin, c'est des systèmes de dépendance infernales et il y a par exemple des dépendances vraiment de base qui sont le mec, il est au fin fond de voilà de la cambrousse et qui il le maintient comme il peut et c'est utilisé par énormément d'applications. Et il suffit que cette dépendance ne fonctionne plus, qu'il soit piraté. Et voilà, ça a un effet domino assez important. Donc on pourrait se dire, bon, on s'en fiche un petit peu, sauf que dans le monde de l'open source, vous utilisez tous les jours des portails pour la défi ou ce genre de choses, et elles sont Bon, ça potentiellement dépend qui. exposées à ce type. Ouais, enfin bon, allez, je parle aux 60 personnes qui sont autour de la table. Potentiellement, voilà, ça peut du jour au lendemain être exposé là-dessus et puis potentiellement récupérer des clés privées. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais il y a vraiment ce risque-là où il y a vraiment des personnes qui passent énormément de temps à faire vraiment des briques qui sont corps et qui sont payées une misère, quoi. Donc, et c'est le drame un peu de l'open source, comme je disais dans un tweet, c'est qu'il y en a qui lèvent des fonds astronomiques avec des tokens de l'enfer qui valent rien. Et à côté de ça, bah, il y a les mecs qui font les briques qui permettent de faire vraiment enfin, les fondations, quoi, qui permettent de Ouais, faire mais énormément de choses et ils sont payés rien du tout, quoi. C'est les mecs, ils ont une vie de famille, ils travaillent, etc. Et le soir, quand ils peuvent, ils ont 2 heures et ils maintiennent leur librairie, quoi, et ils sont payés rien du tout, quoi. exactement, et c'est global à tout le système, enfin, tout le système mondial informatique de développement, Mm. quoi. Et puis même au niveau de la sécurité, enfin des packages comme ça, des vulnérabilités enfin, vraiment critiques. Apple peut être aussi sécurisé qu'ils veulent. Si la petite bibliothèque qu'ils utilisent, maintenue par trois pauvres gars, à un moment, elle a une vulnérabilité, et ben, ça leur retombe dessus. Et c'est possible, c'est toujours possible de l'exploiter. Et il y aura toujours des vulnérabilités. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment dommage que ça finisse comme ça, l'open source, parce que actuellement, enfin, il y a plein de gens qui aimeraient travailler là-dessus, mais ça ne paye pas, et du coup, c'est juste pas possible. Donc au final, les gens qui se retrouvent à travailler là-dessus, c'est souvent des employés de grosses boîtes comme Google, Microsoft, comme ça, puis qui font ça, comme tu dis, sur leur temps libre, le soir, ils rentrent après manger, ils font 2 heures à coder, et puis voilà. Ouais, et puis en plus, enfin, on se rend pas bien compte, mais quand tu travailles dans l'open source, un peu importe ce que tu fais, quoi, tu maintiens ton projet, voilà, tu le faisais pour toi, et puis il commence à être de plus en plus utilisé. Puis après, t'as plein de personnes qui vont venir te voir pour te poser des questions, etc. C'est-à-dire que ton petit truc que tu commençais sans prétention, et ben, il a pris une ampleur phénoménale, et puis bah, il va falloir voilà, avoir une deuxième vie professionnelle dédiée à l'open, enfin, à ce petit projet que tu avais construit, où tu as des gens qui viennent te voir, te poser des questions, Et voire puis se plaindre, parce que quand c'est au-delà des gratuit, c'est en top. questions, Mm. au-delà des questions, tu as une petite responsabilité, quoi. Enfin, si tu Ouais. commences un projet qui après qui commence à être utilisé par des gros trucs, s'il y a une Mm. vulnérabilité dedans ou s'il y a un problème, Mm. c'est à toi qu'on va vouloir rendre des comptes, même si tu fais ça Mm. sur ton temps libre, même si t'es pas payé. C'est toi le Mm. maintainer du projet, c'est à ta porte qu'on va nous toquer. Mm. Et ça aussi, c'est un peu un problème. Mm. Et du coup, bah, ça peut nous faire basculer sur le sujet des développeurs Bitcoin Core, qui trouvent assez difficilement du financement, on va pas se mentir. Il y a des boîtes comme Square, enfin, il y a des boîtes quoi, qui ont des bourses pour les développeurs, des grants, mais il y en a quand même qui arrêtent à cause de ce financement. Dans cette semaine-là, il y en a eu deux ou trois qui ont step down de corps. Après, enfin, ils ont tous leurs raisons, c'est pas forcément financier, mais je pense que ça joue quand même une grosse partie. Bon, il y a aussi Greg. Ouais, j'allais dire pour l'audience, il faut comprendre qu'il y a le financement et il y a également l'aspect légal. Et Oui, pour souvent, ils disent Bitcoin. que bah, voilà, vu que Bitcoin vient quand même changer la monnaie du monde et détruire les institutions en place, il y a un énorme risque à être un dev core pas anonyme. Et naturellement, bah, il y en a qui préfèrent arrêter et prendre du recul sur le projet, quitte à, si on veut spéculer, à revenir anonyme des années plus tard. Mais John, tu disais que c'est compliqué s'ils partaient de revenir anonyme.
Ouais, alors, enfin, il y a aussi un aspect qui, enfin, moi, à chaque fois, j'en reviens, je me moque beaucoup de l'affaire Craig White. On pourrait dire, non, mais John, laisse tomber, ça sert à rien. Et si j'insiste dessus, c'est parce qu'en fait, il menace en fait juridiquement, voilà, des développeurs core, etc. C'est pas pour rien que donc celui qui maintient bitcoincore.org, Cobra, qu'on retrouve sur Twitter, il a retiré le livre blanc de Bitcoin au UK. Et c'est pas pour rien non plus que le site Bitcoin, comment ça s'appelle? C'est Bitcoin Core. Ouais, Ouais, j'ai un trou. bitcoincore.org, ouais. Voilà. Bah là, c'est donc c'est le site de la team Bitcoin Core qui a retiré complètement le livre blanc. Alors c'est symbolique, mais justement, c'est bien parce que c'est symbolique de se dire que les mecs, s'ils veulent pas se faire menacer, ils vont retirer le livre blanc. Donc on s'en fiche, le livre blanc, on peut le retrouver n'importe où, mais c'est plus le fait qu'il est retiré parce qu'ils sont exposés en fait à des menaces. Alors on parle de Cray White, mais c'est un simple exemple, quoi. Effectivement, c'est compliqué. Et si je disais que c'est compliqué de revenir anonyme, c'est que bah, l'anonymat, c'est pas quelque chose de simple à obtenir. Euh, Même quand, enfin, c'est pas parce que tu es développeur que tu es forcément bon dans l'anonymat. Il y a, par exemple, Luc Dash, qui est le un des plus anciens développeurs Bitcoin, qui balance ses adresses Bitcoin publiques, publiquement sur Twitter, et il se contrefout en fait de l'anonymat. Donc, enfin, c'est pas quelque chose de simple. Même quand tu es déjà dans l'anonymat, enfin, tu as déjà creusé le truc, bah, c'est pas forcément ça. Et Et revenir anonyme, bah, c'est pas. Enfin, tu risques de te doxer à n'importe quel moment, quoi. bah, surtout quand tu étais déjà là avant, quoi. Revenir anonyme, c'est très Ouais. compliqué parce que on a tous notre manière d'écrire, nos expressions, même au niveau du code, notre manière de coder. Mm, Bah, ça peut être facilement reconnaissable. Donc s'ils partent et mm. qu'ils reviennent dans 6 mois, c'est vraiment pas improbable qu'on les reconnaisse. Ouais. Surtout que tu avais ton truc, par exemple, tu étais mainteneur de la partie wallet de Bitcoin Core. Bah, si tu reviens en mode anonyme pour refaire la même chose et qu'on revoit, enfin, tu as l'impression d'avoir déjà, enfin, les personnes ont déjà échangé avec lui, donc peut-être il y a une personne qui va se douter que c'est la même, etc. Et puis au bout d'un moment, ça va se savoir que bah, il est revenu, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. c'est pas simple, c'est pas si simple que ça, quoi. Et à quel point vous pensez que c'est un risque pour Bitcoin que justement on perde des développeurs à un rythme peut-être pas effréné, mais de plus en plus rapide? Ou est-ce que vous pensez que c'est qu'une vague et finalement il y a assez de développeurs cœur sur Bitcoin et c'est pas un problème si là aujourd'hui tu en as 10, 20 qui arrêteraient? Ouais, alors si on en a 20 qui arrêtent, il n'en reste plus, hein. Enfin, je peux pas. Des Faut se dire corps, quand il y même en a, il y en a pas tant que ça, hein. Il faut dire qu'en plus, Bitcoin, on avance sur des chemins. En fait, on évite de. Enfin, les développements ne sont pas orientés à prendre les chemins les plus simples. Donc, Taproot ou même Segwit, hein, c'est des sujets qui sont techniquement très complexes et ça demande beaucoup de connaissances en cryptographie. Et ces personnes qui sont experts en cryptographie, comme Peter Wool, par exemple, euh, enfin voilà, s'ils partent, c'est quand même très compliqué de retrouver enfin, des personnes qui soient Ouais, aussi bons, quoi. ouais, c'est une expertise qu'ils ont acquis depuis que Bitcoin est là. Et donc, Mm. et puis, comme on sait, le développement sur Bitcoin, c'est très compliqué. Tu commences par des petits trucs, mais enfin, pour atteindre leur niveau à eux qui sont déjà là, Peter Todd, Peter Hugo, je sais pas, Luke Dash, enfin, qui vous voulez, enfin, ça va mettre du temps, quoi. Mm. Et Et sur alors, Après, Lightning, franchement, pour prendre le contrepoint de ça, faut pas oublier quand même à la base que tous les développeurs Bitcoin et Bitcoin en général, c'est né de développeurs qui faisaient ça, comme vous l'avez dit, sur leur temps libre, de manière purement non vénale. Et donc moi, pour prendre un peu le contrepoint de tous vos points de vue, bah, j'aimerais préciser quand même que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était quand même fait par des développeurs qui ne sont pas financés et qu'il y a également un risque que plus on va vers des développeurs qui sont financés par des entreprises, plus il y a des risques de conflit d'intérêts. Alors attention, hein, je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose ou que je remets pas en question le fait que les développeurs manquent d'argent, pas du tout. Moi, le premier, je cherche toujours à faire des donations aux développeurs, des choses comme ça. Mais voilà, c'est deux points qu'il faut pas oublier et pas non plus tomber, voilà, dans ce que fait par exemple certaines fondations au niveau des altcoins, etc., où tous les développeurs sont financés par certaines entités qui ont des buts financiers précis, et pas non plus oublier que voilà, c'est ce qui fait aussi la nature de Bitcoin, c'est des individus libres
qui font ça pour le bien de l'humanité et pas forcément pour des raisons financières. Voilà. Oui, Ouais, j'ai- ça, c'est complètement utopique de dire qu'ils font ça que pour le bien de l'humanité. À un moment, Bah, un Satoshi, il développeur, a fait comme ça, frérot. S'il n'y avait pas Satoshi, il n'y aurait pas Bitcoin. Donc, je remets pas du tout ça en cause, tu vois, mais je dis juste qu'il faut pas oublier que les gens souvent les plus doués, etc., c'est des gens qui font ça à le fil nez, etc., qui n'étaient pas rémunérés et qui sont pas là pour être rémunérés. Donc, je mets juste Ouais, un point juste d'exclamation. quand même sur non, le... ouais, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. En fait, il y a quand même un problème, c'est que si tu veux que ton projet open source il scale à un moment donné qui dure dans le temps, euh, il y a un vrai problème de financement et de protection même juridique. C'est pas, enfin voilà, t'as la fondation Apache, etc., qui se retrouvent après dans les IT d'entreprise. Il y a besoin de personnes qui vont être à temps plein là-dedans pour que le projet il scale quoi, à terme. Après, on parle pas de fondation Ethereum, etc. Voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait derrière une structure financière qui permette en tout cas aux développeurs de pouvoir contribuer de manière sérieuse parce que les sujets sur Bitcoin, sont quand même assez costauds, quoi. Alors, je suis peut-être très naïf, mais je me dis quand le prix est au prix actuel et qu'il y a des sociétés en bourse ou d'autres, des fonds d'investissement, des early, qui ont littéralement des fortunes en milliards, pour moi, ça est dans leur intérêt de survie de financer des développeurs core. Donc, si un jour ils se rendent compte qu'il y a un manque général, ils vont bien devoir mettre leur argent, même si c'est ridicule, genre 0,1% de leur fortune, ça servira à financer tous ces gens. Donc, je suis peut-être beaucoup trop optimiste sur la donation, mais pour moi, quand tu as ta fortune à sauvegarder, tu vas bien sacrifier un tout petit pourcent, comme une taxe cachée finalement, pour les développeurs. Enfin, peut-être que je suis naïf, je sais pas. Ouais. Et il y a des individuels et des early qui filent des grants à certains développeurs, ça se fait. On l'a Mais vu récemment pas avec assez, pas assez, quoi. là, le mec de Slushpool qui avait donné son un bitcoin en mode il monte ses boules et il paye pas de frais de minage. Bref, on a une question de random qui veut prendre la parole, je vais le laisser parler. Random Wizard. Et, bonjour à tous. Je voulais revenir sur le point avec le problème des développeurs qui sont pas forcément payés pour développer du code. Moi, je pense que bah, ça reste quand même important que ces personnes-là touchent un revenu, parce que en fait, tu lâches déjà un code qui est libre pour tout le monde pour transférer de l'argent, donc c'est sympa. Et je pense qu'il y a un truc qui manque à Bitcoin, c'est du crowdfunding. C'est-à-dire que moi, exemple, sur mon altcoin, il y a un site qui sert de crowdfunding où les personnes proposent leurs projets, etc. Et du coup, tu as des personnes qui vont venir, je sais pas moi, intégrer Bitcoin sur un marché, etc. Et ben, les personnes là, en gros, ils vont présenter leur projet. Donc, moi, je veux vous apprendre comment ça s'appelle, à intégrer Bitcoin sur un marché. Et en échange, je vous demande un Bitcoin. Je prends bien par exemple. Et voilà, tu vois, tu peux demander de l'argent pour relâcher du code open source. Et ça, c'est quelque chose qui est pas fait. Enfin, de ce que je sais, c'est pas le cas sur Bitcoin. Et je pense que ça peut être important. Et on a un truc aussi un petit peu similaire qui s'appelle les bounties. Et ça, c'est pour un développeur qui n'a pas d'idée. C'est-à-dire que le mec, il sait pas quoi développer, tout simplement. Et du coup, il va sur le site des bounties. Et tu as des utilisateurs qui vont poster des trucs comme, je sais pas moi, rajouter I2P sur Samurai Wallet ou sur d'autres choses. Et ça permet de créer des récompenses pour créer aussi justement du code. Du coup, c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui manque à Bitcoin et enfin, moi, je suis un petit peu déçu de ça, je trouve aussi. Je me demande si Bitcoin Core est pas trop compliqué pour ce que tu demandes et que ce que tu dis, ça marche bien pour les projets qui veulent intégrer des solutions, mais moi j'ai l'impression que Bitcoin Core c'est beaucoup trop compliqué pour que simplement on dise tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça et que des développeurs vont dire ok, pas de souci, je vais le faire, quoi. Après, Ah franchement, ben, faut arrêter avec ce narratif. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de crafter un narratif comme quoi les développeurs Bitcoin ne sont pas financés. Ça prend vraiment 2 secondes de vérifier qu'il y a du BitMEX, il y a du Square, il y a du Slushpool, il y a du OKX, il y a la fondation Brink, il y a CoinCenter, il y a énormément d'organisations aujourd'hui qui se chargent de financer des développeurs. Alors certes, c'est peut-être pas assez, mais juste prenez le temps un peu d'aller voir ces comptes Twitter. Et parce que vraiment, là, j'ai l'impression qu'on est en train de crafter un truc comme quoi
les développeurs sont mis de côté parce qu'il y a deux développeurs cette semaine sur Twitter qui ont fait une annonce. Bon, voilà. Les Non, développeurs Bitcoin sont quand même très bien supportés et même au niveau institutionnel, c'est le cas aussi. Donc voilà. non, c'est juste que, en fait, enfin, le financement de l'open source, en fait, les sujets sont croisés, mais effectivement, il y a l'aspect financement et l'aspect aussi protection juridique, voilà, face même aux menaces plus, enfin, à d'autres types de menaces. En fait, ça fait partie d'un tout et après, c'est aussi normal que les développeurs, bah, au bout d'un moment, ont peut-être d'autres choses à faire parce que c'est très prenant aussi d'être développeur Bitcoin, quoi. Ça te prend, c'est un peu l'histoire d'une vie, donc peut-être qu'il y a des personnes qui veulent aussi changer quelquefois de registre, quoi. Et puis là, entre Découvre Bitcoin, Bitcoin.fr, Field Mining, Stacking Sat, il y a qui d'autre là dans le chat? On a Silex, on a Umbrel. À mon avis, on a moyen de financer un Bitcoin Core, non? Comment ça se passe? Voilà, totalement. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que on parle que ça manque de financement, mais je sais pas qui ici a déjà fait des donations, tu vois, à des développeurs Bitcoin et t'entres un peu. C'est juste, je veux pas qu'on rentre dans ce truc où on critique le fait qu'il n'y a pas de donation pour les développeurs, mais personne fait de donation. C'est aussi au niveau culturel que ça doit se faire. Mais juste pour dire que voilà, c'est déjà le cas. Et la majorité des Bitcoiners que moi je connais apportent une attention toute particulière aux développeurs. Donc voilà, faut pas non plus. Non, par Euh, contre, il y a juste un deuxième problème, c'est qu'en fait, euh, au-delà du financement, c'est que c'est carrément dur de trouver des compétences. Quand je regarde par exemple sur Bitcoin, même, mais sur Lightning, quand tu regardes par exemple des boîtes comme A5 qui cherchent tant bien que mal bah, des ressources et ils galèrent parce que ils demandent des compétences extrêmement rares. Et il n'y a pas que A5, hein, Blockstream ou quand tu regardes les ressources qui sont allouées à Lightning, c'est un peu triste, mais c'est parce qu'en fait, c'est dur de trouver ces compétences-là, quoi. Il y a aussi cet aspect qui n'est pas financement, hein, mais qui est, bah, faut trouver les gens, quoi. Si des gens ont des questions, vous pouvez venir participer, c'est en bas à gauche. Et sinon, espace pub, n'oubliez pas de liker, abonner, le mettre dans vos podcasts préférés, tout le bazar. Ouais, moi, je voulais reparler du crowdfunding. Du coup, vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Parce que potentiellement, ça peut être n'importe qui vient poster son projet et ça donne des opportunités à n'importe qui. Du coup, je pense que ça peut être intéressant. Après, forcément, il faudra manager le truc, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes au-dessus qui vérifient qu'il y ait bien du code qui est fait en amont, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui manque, même si après, comme vous dites, c'est financé par des institutionnels, etc. Je pense qu'il faut faire attention parce que Bitcoin, paradoxalement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Euh, enfin, on en avait parlé pendant l'histoire, enfin, le space sur Taproot. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Par contre, il faut beaucoup de personnes qui puissent faire de la review parce que proposer, c'est entre guillemets, c'est facile. Faire de la review, ça prend énormément de temps. Et en fait, en gros, sur Bitcoin, il faut te créer une street cred, on va dire, de développeur pour qu'on commence à regarder un peu ce que tu fais. Et même regarder ce que tu fais, c'est clairement pas suffisant parce que derrière, il faut passer du temps pour faire la review. Et ça, c'est un truc qui est sous-estimé, quoi. Il faut beaucoup plus de personnes qui soient capables de lire le code et de le confronter. Et ça aussi, ça manque beaucoup, quoi. Il suffit pas de pisser des lignes de code. Et ça, dans le bug bounty, bah ouais, faut pouvoir. C'est plutôt ça, en fait, qui est recherché, je crois, à ma connaissance. Quand tu regardes, par exemple, Bastien, tu vois, qui a dit qu'il avait fait enfin, il a fait des propositions et il dit, bon, bah, il faut que ce soit reviewé, mais par des mecs, c'est des cryptographes, quoi. Tu vois, c'est pas des développeurs, enfin, c'est des développeurs, mais qui ont des fortes connaissances en cryptographie, quoi. Donc, c'est ça qui manque aussi beaucoup, quoi. Et les Et alors, propositions, il y en a. spéculation, du coup, là, on parle quand même de compétences. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, 20 ans, si on prend une génération en plus, on se retrouvera avec beaucoup plus de personnes extrêmement compétentes sur Lightning, Bitcoin Core, parce que justement, ils auront vécu cette sorte de bulle en ce moment de création et ils vont spécialiser, dans le sens où finalement, est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que demain, on aura beaucoup plus de personnes extrêmement talentueuses, capables de faire ce qui est aujourd'hui très rare, Bah, tu les ou as pas? devant toi, hein.
dans Oui, non, je sais 10 ans, bien que tu auras Luna des Fanny, Stefanis, moi je tu suis auras des bullish sur Fanny Luna. Social Active qui vont écrire du code et qui seront les prochains. Alors j'espère que ça ne deviendra pas un Luc Dasher, sinon il va falloir le dégager de l'entonnoir, mais je pense qu'ils sont là. Donc ouais, pour répondre à ta question, je pense que oui, je pense que totalement. Et je pense que ça prend du temps parce que comme John l'a dit, Lightning, etc., ça apporte pas forcément autant d'argent que des projets Alcon, etc., mais je pense que ça va changer. Et voilà. Oh, je pense sur le long terme, ça voilà. Enfin, le jour où Visa ou Mastercard, ils vont vouloir avoir des experts Lightning, t'imagines le salaire qu'ils vont proposer pour les avoir, ces gens-là? Ça va être astronomique. Ouais, il Est-ce faudrait que pas vous que ça pensez aille. que... Hmm. Ouais, moi, ça n'avait pas trop de rapport, mais est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, on va voir... Enfin, et dans combien de temps on va voir un peu les capitaux, enfin, les gens bouger de tout ce qui est altcoin, tout ça, même les développeurs, hein, vers Bitcoin? Ou alors est-ce que ce sera éternellement les shitcoins et Bitcoin qui réussit, des casinos et le truc stable? Faut qu'il y ait des casinos sur Lightning, c'est tout. Non, mais est-ce que vous pensez qu'à Ouais, un non, moment, je pense que les shitcoins, ça va mourir, en fait, à partir non, moi je d'un pense certain qu'il y aura point? toujours je pense qu'il y aura toujours des altcoins, comme il y a toujours des nouvelles petites sociétés qui créent et la bourse reste la bourse. Est-ce que ça ira sur Bitcoin? Ça, c'est une autre question, mais pour moi, ça va toujours continuer. Il y aura toujours de l'argent à se faire. Par contre, le jour où Lightning devient très rentable et que les nœuds de routage deviennent très rentables et que toutes les sociétés un peu plus, même en bourse, se mettent sur Lightning et Bitcoin, là, ouais, le prix pour des vrais développeurs Bitcoin va exploser, à mes yeux. Euh, Parce que les Parce vrais que, projets qui vont être construits vont avoir besoin d'infrastructures. parce que dans certains, dans certains shitcoins, enfin, il y a quand même des bons développeurs. Et ceux-là, si, c'est vrai que si un dixième des développeurs de shitcoin se reconcentraient sur Bitcoin, ça ferait quand même beaucoup de main-d'œuvre d'un coup. Ouais, mais c'est Et, parce que tu as beaucoup de capital. Aujourd'hui, tu es dans un monde où il y a tellement d'argent, en fait, que tous les projets ont des ouais, centaines de millions, tu vois. Et ils doivent mettre tout en marketing parce que l'argent oui, est voilà. facile. C'est pas une ressource rare, l'argent. Ce qui est rare Bah, aujourd'hui, c'est les cerveaux. on revient plus sur le Si demain financier, on quoi. change d'écosystème, si demain d'un coup l'argent devient rare, enfin, je pense que tous les trucs marketing en fait vont mourir beaucoup plus vite et les projets sérieux vont réussir à survivre. Et du coup, ces petits cerveaux, comme tu dis, les 10%, ils vont quitter les altcoins où finalement bah, la hype s'est éteinte et ils iront vers les vrais projets sérieux comme Bitcoin, Lightning. Ouais, mais du coup, enfin, on revient sur le problème du financement parce que, ok, sur Bitcoin, il y a des entreprises qui font des grants, ce genre de trucs, mais quand même, pour recevoir une bourse d'entreprise, faut être là depuis un moment, faut être bien talentueux, faut savoir ce que tu fais, etc. Alors que les développeurs, ils peuvent aller être super bien payés sur les shitcoins et travailler là-bas. Donc, du coup, en fait, ça Mais c'est attire tout les ce que je te développeurs. disais, Lounès. C'est Mais tout ce oui, que c'est je te tout. disais. C'est pour ça que je te disais, c'est important d'avoir des devs pour qui l'argent, ça compte pas. C'est ça que j'essayais de Oui, dire, tu vois, c'est qu'il y a cet aspect incorruptible où, en fait, je ne pense pas que dans les 10-20 prochaines années, au niveau du funding des devs, Bitcoin pourra être en compétition avec les altcoins. Pour moi, non, mais enfin, c'est sûr vous que l'avez non. dit, il y a trop C'est d'argent. sûr que non. Tu vois, donc il faut vraiment avoir des gens qui soient, bah, voilà, qui soient selfless, quoi, qui soient vraiment là que pour Bitcoin. Et si tu essaies de faire de la compétition au niveau de l'argent, enfin, pour moi, c'est pas une bonne chose à mettre en avant. Et en plus de ça, Oui, c'est oui. peut-être un autre sujet duquel on peut débattre, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui d'énormément de développeurs sur Bitcoin, en sachant que, enfin, d'un côté, oui, pour construire autour de Bitcoin, mais le Bitcoin Core lui-même, le cœur du projet, je pense pas qu'il y a beaucoup encore de changements à apporter en plus des devs qu'on a. Voilà. Après, sur les L2, les L3, ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, mais sur Core lui-même, je pense que l'ossification petit à petit est plutôt positive et voilà. Ok, non, mais je suis d'accord avec toi, mais l'idéologie, enfin, ça nourrit pas forcément, quoi. C'est juste un moment, et ça peut aussi freiner des gens qui sont passionnés, qui adoreraient développer pour Bitcoin, et voir que au final, ils vont rien gagner du tout, mais au-delà de se faire de l'argent, c'est pas forcément se faire beaucoup d'argent, tu vois, c'est avoir un truc raisonnable pour vivre. Et, enfin, c'est pas que pour Bitcoin, c'est globalement à tous les projets open source. Luke, cofondateur d'Umbrel, qui est dans la team,
il est parti de UK pour aller en Thaïlande pendant plusieurs années pour payer moins cher, quoi, parce que développer open source, ça ne le payait pas. Et c'est plein d'histoires comme ça, quand même, au-delà de Bitcoin, enfin, c'est important, quand même. Même si, ok, je suis complètement d'accord, faut pas être motivé par l'argent. Ceux qui sont là, ils sont pas là pour l'argent. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas là pour l'argent qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Et faut savoir faire la distinction Totalement, entre les deux, je trouve. totalement. Mais du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite pool là de donations, je sais pas, on appelle ça la pool de 2022 ou la pool de Noël, j'en sais rien. Et on ferait pas juste une petite donation je sais pas, un dev de notre choix ou une organisation spéciale. Ouais, carrément. Oui. On pourrait, hein. On pourrait carrément. Faut cibler l'organisation, mais après, ouais, carrément, on peut faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Et ça, Le comme tu grand, dis. très gros public. Alors moi, Mais je mets un veto, par contre, aucun funding pour Luc, hein, voilà, c'est le veto personnel. Je préviens à l'avance, les gars. Pour qui? Tu veux pas? Pour pour Craig Gros? Luc Ah, pour Luc Dash. Non. Je parlais de Craig Gros, le développeur de Sparrow. Allez, ben, je vous propose qu'on en discute dans le groupe et Ah, puis qu'on fasse une petite annonce peut-être la semaine prochaine ou un truc comme et ça. là, et là, John, c'est le moment où tu fais ta pub pour les isolateurs de canaux. Ouais. Et suivez Roxy sur Découvre Bitcoin sur YouTube aussi. Bien sûr, il peut plus parler, je sais pas pourquoi, mais suivez-le. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, très bien. Oui, je voulais vous faire juste ouais, une petite demande. J'avais retweeté un compte qui s'appelle Kiv Éclair, qui est essentiellement maintenu par Gloire. Gloire, vous le connaissez peut-être déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui vit au Congo et qui a participé un peu à l'éducation Bitcoin là-bas. Et en octobre, voilà, il avait fait une torche, une lightning torch pour aider des populations locales, donc c'est dans une ville qui s'appelle Goma, qui est dans la région du Nord Kivu, donc au Congo. Et, euh, et donc en fait à plusieurs, on s'était dit donc à plusieurs donc Gloire, Lionel, je sais pas s'il est là, je sais pas si vous l'avez vu, non il n'est pas là. Nodel, de faire quelque chose pour euh, un, oui, un crowdfunding, pardon, j'y arrive, un crowdfunding, en fait, pour aider encore plus la population donc, qui a subi enfin, voilà, beaucoup de problèmes et récemment, donc, l'éruption d'un volcan. Et donc, ouais, l'idée, c'était de pouvoir les aider en leur envoyant des fonds sur Bitcoin. D'un autre côté, développer voilà, une sorte de Bitcoin Beach. Et donc, on va faire une annonce mercredi, normalement. Et l'idée, c'était de pouvoir, enfin, de vous demander de monter des canaux Lightning auprès de ce nœud pour qu'ils puissent recevoir des donations. Donc, on ne vous demande pas, là, je vous demande pas de faire des donations, quoi que ce soit, mais si vous avez un nœud Lightning et que vous avez un peu de capacité, ce serait cool. Il y a déjà donc, à peu près un peu moins de 38 millions de capacité entrante dans le nœud, mais on attend beaucoup plus. On demande également à l'Human Rights Foundation, euh, justement de participer. Donc il y a Async qui a monté des canaux. Donc je vais vous mettre le tweet. Et c'est Est-ce que que- du bonus, parce qu'à terme, enfin, ce nœud-là, il sera très bien connecté, quoi. il est déjà, mais il peut être encore Il l'est plus. déjà, mais Ouais, ouais. Alors je sais pas. vous Attends. perdez rien en ouvrant Ah bah il est un nœud. déjà là. Voilà, quelqu'un l'a épinglé, c'est super, merci. Où on a le node ID, hein. Donc voilà, si vous avez de quoi monter un channel, allez-y, vous participerez à votre manière en fait à un projet humanitaire. Je sais que CryptoSo a déjà monté un channel, ça je l'avais déjà vu. Donc s'il y a d'autres personnes, voilà. Merci. Ah, Snark, tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas si c'était moi qui en parlais, mais ouais, je voulais Oui, rajouter oui. un truc. C'est par rapport à Lightning et enfin par rapport à la traçabilité Lightning. Et je voulais faire un rappel aux gens qui utilisent Samurai Wallet. Quand vous utilisez un postmix,
ne vous amusez jamais à consolider des UTXO post-mix pour essayer de payer quelqu'un. Parce que là, j'ai fait un exemple, je vais vous le partager. Et en gros, bah, je me suis désanonymisé moi-même, quoi. Et bah, en fait, c'était vachement simple parce que moi, pour le coup, j'étais rentré avec 0,02 Bitcoin. Et en gros, j'ai payé quelqu'un en post-mix avec 0,02 Bitcoin. Mais le problème, c'est qu'en gros, je sais pas comment expliquer, mais tu vois les UTXO rentrer dans le mixeur et tu vois que sur deux post-mix, ils se rejoignent et ça refait exactement le même montant que tu as voulu mixer. Du coup, ça peut rajouter des doutes, enfin, pour des sociétés d'analyse de chaîne, etc. Du coup, ce que je conseille aux gens, c'est quand tu mixes, exemple, je sais pas moi, 0,3 Bitcoin, bah, tu dépenses 0,1 par 0,1 par 0,1 pour éviter de recréer des liens. Et après, il y a toujours, faire toujours plus de cycles. Alors, ouais, pour compléter, moi j'avais fait une vidéo sur Samouraï qui a été postée sur la chaîne de Roxy. Ce qu'explique Samouraï, c'est que il faut jamais s'amuser à dépenser tout son post-mix d'un coup. Il faut le dépenser partiellement et si possible avec des sommes non rondes, parce que dans l'heuristique, une somme ronde, bah, ça veut dire qu'on peut identifier que c'est le TXO de paiement. Ouais, non, il faut faire en général, la bonne pratique, c'est qu'on laisse dans le post-mix la plupart de ces UTXO et qu'on a besoin de dépenser, on dépense des petits bouts, mais on ne s'amuse pas à renvoyer, sauf cas particulier, à dépenser tout son post-mix. Et Dans mon sinon, tu cas, peux le c'est faire, 15 poids. ouais. Mais sinon, tu peux le faire en pay-join ou ce genre de choses où ça peut t'aider à. Ça peut un peu t'aider aussi. Mais ouais, effectivement, tu fais bien de le dire. Par contre, ça n'a rien à voir avec, avec Lightning, du coup. Ah non, je parlais de la traçabilité Lightning, je voulais faire un truc à part, quoi. Ouais, pas de souci. Alors, quelqu'un a une dernière question pour clôturer cet entonnoir? Je pense que c'est bon, là. Ben ouais. Ouais, du coup, on va arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce beau dimanche soir. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Portez-vous bien. Tout ce que vous voulez. Très bien. Bonne soirée à tous. Et Bonne l'OM soirée a à gagné tous. À la semaine 2-0, hein, prochaine. donc une très très bonne soirée à tous. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée. Bonne Allez, bye soirée. bye. Et ce sera, vous pourrez retrouver l'épisode un peu partout sur les plateformes de streaming, enfin de podcast. Enfin, vous m'avez compris quoi. Au C'est bon, revoir. la coupe là-haut. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!